Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Au retour de notre tour du monde en famille, j'ai eu envie de donner la parole à ces parents, voyageurs au long cours, qui ont vécu 1000 aventures et 1000 expériences pendant quelques mois de leur vie. Dans ce rendez-vous mensuel, ils nous partageront des moments forts de leur épopée familiale. Alors détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia, qui va nous partager un moment fort de leur tour du monde, une aventure qu'elle a vécue en tête-à-tête avec son fils, avec son mari qui était resté, lui, à quelques centaines de kilomètres de là. Et ce petit détail a son importance. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette folle aventure que Nadia et Nino ont vécue en Indonésie. Vous le verrez, cet épisode de la série Moments forts est un petit peu plus long que d'habitude, mais je n'ai pas eu le cœur de couper Nadia, ni pendant qu'elle me racontait son aventure, pendant qu'on enregistrait, ni au montage, parce que tout ça fait sens ensemble. Donc j'espère que comme moi, vous serez embarqués dans l'histoire que Nadia nous raconte et que vous resterez jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nadia. Bonjour Flo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents Voyageurs. Tu vas nous raconter un moment fort de votre long voyage autour du monde. Tu vas nous emmener en Indonésie. Pour commencer, comme d'habitude, comme pour tous mes invités, je vais te poser la question classique. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, toi, ta famille et votre projet de voyage que vous avez réalisé? Ok, donc je m'appelle Nadia, je vis à Toulouse avec donc mon mari Renaud et notre petit garçon Nino de bientôt 11 ans, plus trop petit. Donc nous avons fait un long voyage de 8 mois de novembre 2024 à juillet 2025. Un voyage qui nous a menés donc en Indonésie, aux Philippines, un petit arrêt à Sydney en Australie, en Nouvelle-Zélande, les îles Fidji, la Polynésie française, San Francisco, le Mexique et à mon grand regret, on a dû rentrer à Toulouse parce que moi perso, je serais bien restée, mais voilà, il a fallu rentrer. Un voyage autour de la plongée parce que nous sommes plongeurs tous les trois. C'était l'occasion pendant ce voyage dont Nino a fêté ses 10 ans. Et on s'était dit avant de partir que son cadeau des 10 ans, ce serait de passer son junior open water pour qu'il puisse plonger en famille. Donc c'était un peu nos destinations de rêve en plongée, mais pas que, puisqu'on a fait la Nouvelle-Zélande. Voilà ce voyage. Alors, je te disais que je voulais un petit peu expliquer pourquoi ce voyage, pourquoi 8 mois aussi, parce que souvent, c'est dans des familles qui partent 1 an ou un peu plus d'1 an. En fait, on s'est décidé assez rapidement, voire très rapidement. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un tour du monde. C'était vraiment un de mes rêves. Voilà, la vie a fait que les changements pro de mon mari, on s'est dit, c'est l'occasion. C'était un peu maintenant ou jamais en 2024. On avait les économies aussi qui nous permettait de le faire. Un matin de juillet 2024, mon mari m'a dit ok, c'est bon, on le fait. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit go, et j'ai posé un congé sabbatique, le temps de mon préavis de 3 mois. On a organisé le voyage en 3-4 mois, quoi. Donc c'était assez chaud, mais je m'étais tellement j'avais déjà beaucoup écouté tes podcasts et j'avais tellement scrollé de compte Insta de famille en voyage autour du monde que je savais le côté pratique, les vaccins, la déscolarisation, les cartes, les assurances, etc. Tout ça, j'avais en tête, donc ça a été assez rapide à organiser. Et après, il a fallu se plonger dans l'itinéraire, évidemment, mais voilà. Et mon mari m'a dit, ok, on part, mais 2-3 conditions. La première, c'est des destinations, on fait de la plongée, ça c'était sûr. La deuxième, c'était, moi, voilà, j'ai quitté mon job et je vais devoir retrouver un job en rentrant, et donc en attendant, pendant le voyage, je vais en profiter aussi pour me former. Donc il s'était inscrit à quelques formations et il avait des échéances à tenir, un peu comme le CNED, tu vois, avec les enfants, il devait rendre des épreuves, des devoirs, il avait des examens à passer. Donc ça nous obligeait à nous poser dans certains endroits, dans certains pays, à nous poser au moins une semaine pour qu'ils puissent bosser.
même si il bossait pendant que je faisais l'école à Nino, mais voilà, passer des examens. Et aussi, la dernière exigence, entre guillemets, c'était on fait pas des sauts de puce, on bouge pas tous les 2 jours. Je veux vraiment qu'on prenne le temps et qu'on se pose et qu'on profite dans un pays, qu'on reste assez longtemps dans un pays. C'est pour ça qu'on est resté 2 mois en Indonésie, 2 mois aux Philippines. Et après, on a fait 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande. Voilà, on a essayé vraiment de rester le plus longtemps possible dans les pays. Alors ça, c'était un peu dur pour moi au début, parce que moi, j'avais vraiment envie de faire beaucoup de choses, de bouger tout le temps. Et a posteriori, je trouve que c'était quand même une bonne idée, parce que ça nous a permis de ne pas être fatigués. J'ai entendu beaucoup de voyageurs qui se disaient au bout de 8 mois que c'était vraiment très fatigués du voyage. Donc ça a été notre rythme. Donc quand on a décidé de partir en Indonésie, c'était notre première destination. On savait que c'était un peu la saison des pluies. On a construit l'itinéraire et on avait calé de se poser 2 semaines à Bali, au nord de Bali, dans la ville de Lovina, parce que ça tombait pendant des épreuves qu'ils devaient rendre. Voilà. Donc on s'était dit, ça sera aussi au début du voyage, c'est peut-être l'occasion de se poser, de prendre le temps. Et on s'est posé 2 semaines fin novembre à Bali. Moi j'ai dit bon ok, mais moi j'aurais envie de bouger, donc pendant que tu vas bosser, travailler, moi, ces périodes-là, je vais partir avec Nino, pourquoi pas, dans des destinations qui vont pas peut-être trop te botter, donc genre Java, tu vois, je savais que ça lui plaisait pas plus que ça, et je partirai avec Nino quelques jours. Donc on s'était dit, ok, pendant le voyage, on fera ça. Bon, spoiler alert, je l'ai fait qu'une fois, je l'ai pas refait. Moi, je l'ai refait, mais juste sur une journée, pas sur plusieurs jours. Après, ça a été fini, on l'a fait une seule fois. Voilà. Voilà un petit peu le contexte du voyage et de ce qui s'est passé après par la suite à Java. Et donc oui, parce que le moment fort dont tu as choisi de nous parler, c'est en effet cette petite escapade à Java en tête-à-tête avec ton fils. Je pense qu'à la fin de ton récit, on comprendra peut-être pourquoi vous n'avez pas réitéré l'expérience. Ouais. Bon, après, tu as choisi ce moment fort. Bon, je vais te laisser le raconter, mais aussi parce que ça vous a apporté quelque chose, non? Ouais, clairement. Mais là, quand je raconte mon voyage, si c'est pas le moment fort, c'est vraiment un des moments forts de notre voyage sur les 8 mois, quoi. C'est vraiment. Puis même Nino, hein, il en reparle encore. Ouais, clairement. Mais si tu veux, au moment où je le vivais, je savais que ce serait un moment fort du voyage, mais quand même, bon, c'était un peu compliqué à gérer quand même. Ouais. Donc du coup, là, vous êtes à combien de temps du départ? Ça fait quoi, un mois et demi? Ça fait 3 semaines du départ. Alors, on a été un peu chat noir parce que on partait de Toulouse, on atterrissait à Bali, on avait tout de suite prévu le vol pour partir sur Flores et faire la croisière des Komodo. Komodo étant aussi des destinations plongées. Bon, voilà. Donc, on arrive à Bali et puis, il y a eu le volcan à Flores, je ne sais plus le nom, qui était en éruption. Enfin, aucun vol ne partait sur l'île de Flores ou ne revenait. Donc, on a dû annuler déjà cette semaine-là au Komodo. Bon, ça commençait pas très bien notre voyage. Donc, du coup, je sais même plus ce qu'on a fait. Bon, on a refait l'itinéraire un petit peu. Donc, on arrive à Lovina. Ouais, c'est fin novembre, en fait. C'était le début du voyage. Voilà. Donc là, Renaud, lui, il a du boulot. Et toi, donc tu décides d'aller vers Java. Voilà, moi j'avais vraiment vu le Bromo, tout ça. Ça m'attirait vraiment cet aspect Java Est. J'avais vu sur Insta, hein, j'avais vu des familles qui l'avaient fait. Je me suis dit, ça c'est génial. Donc j'ai montré à Nino. Bon, évidemment. Alors mon fils est toujours partant pour tout. Hein. L'aventure, tout ça, lui, il est toujours à fond. Je lui ai parlé des tortues, donc dans le village de Sukamade. Je contacte une agence que j'avais trouvée, une famille qui avait fait ça. Je contacte l'agence sur WhatsApp. Super contact. Il me propose des séjours différents. J'en choisis un. Donc c'était 5 jours, 4 nuits. Tu vois, c'était organisé. Je voulais pas non plus partir complètement à l'aventure toute seule avec mon fils. Voilà. Et puis je voulais que Renaud soit aussi rassuré que de savoir qu'on partait, mais que c'était pas total freestyle, quoi. Ouais, et puis même si sans doute tu aurais été capable, c'est quand même plus reposant parce qu'en fait, quand tu dois penser à tout, t'es content de pouvoir être à deux à gérer juste parce qu'il y a plein de choses à faire, pas forcément parce que c'est difficile, mais il y a pas mal de trucs à penser. Donc là, au moins, t'étais dans un truc un peu encadré. C'est ça.
potentiellement, t'avais qu'à te laisser porter, quoi. Ouais, et petit détail aussi, c'est que Renaud, c'est quand même mon mari, c'est quelqu'un d'anxieux, assez stressé. Voilà, ça aussi, ça va avoir toute son importance sur la suite. Donc je me suis dit, bah, on va pas partir 5 jours et le laisser hyper inquiet à chaque fois, tous les jours, à se demander ce qu'on fait, etc. Donc là, c'était calé. T'avais le guide était le chauffeur, il venait nous chercher devant la maison. Enfin, on était encadrés. Le programme était calé. Enfin, tout était inclus, quoi. Et puis tu connais. C'est le côté de Java qui est touristique, hein, donc bon là, je partais pas non plus dans une destination complètement inconnue. C'était quoi, là, le programme, du coup, sur les 5 jours? Alors le programme, c'était le Bromo, les chutes d'eau de Tumpak Sewu Ouais, et magnifique. oui et le village à la fin, Soukamadé avec en point d'orgue les tortues, voir la pente des tortues, relâcher des tortues. Donc, bah, tu sais que c'est beaucoup de route, même si c'est pas tant de kilomètres, mais c'est très long en route. Tu te lèves tôt. Donc c'est quand même assez fatigant. Donc voilà, donc on est parti de Bali, on est venu me chercher devant la maison et tout se passe super bien. Le Bromo, génial, on a adoré. Alors c'était un peu dans la brume, mais bon, enfin c'était génial. Tumpak Sewu, c'est magnifique. En plus, on l'a fait hyper tôt, donc on était quasi seuls sur le site. C'était super. Tout se déroule nickel, quoi. Vraiment, on s'est laissé porter. Le guide était sympa. Les Indonésiens, bah, adorables. Et quand tu voyages avec un enfant, ils sont encore plus attentionnés. Vraiment nickel. Et puis, bah, il pleuvait pas, quoi. Tu vois, c'était quand même le début de la saison des pluies, mais on a eu un super temps. Et donc, on arrive la dernière étape qui était Soukamadé. Et là, on change de guide. Le guide chauffeur nous laisse, il nous dit, bah, demain, vous serez pris en charge par un autre guide avec un chauffeur. Il vient nous chercher le lendemain matin, truc super sympa, et donc on part avec 2 dans une Jeep, et là, tu t'enfonces dans la jungle jusqu'au village de Soukamadé. Bah, c'est pas de route, hein, c'est un chemin, comment dire, jusqu'au village, et c'est 1h30, 2 heures de Jeep dans la jungle où tu vas, tu fais ce qu'ils appellent du bumping, voilà, tu sautes. Alors, bah, génial, Nino, il adore. La jungle, c'était trop beau. On a vu des toucans. Enfin, super. Vraiment top. Et juste avant l'arrivée du village, avec la Jeep, tu traverses une rivière. La rivière. Tu traverses une rivière et il te propose de monter sur le toit de la Jeep parce que c'est chouette, c'est sympa. Tu te fais un peu éclabousser par l'eau et voilà. Donc le guide me dit, bah, on arrive à la rivière, bah, je suis désolée, il n'y a pas d'eau, c'est un peu asséché. Bon, alors l'effet éclaboussure, vous l'aurez pas. Est-ce que vous voulez monter sur le toit? Bah oui, on s'en fout, on monte et tout. Voilà, et on reste sur le toit de la Jeep, on arrive au village. Et là, le village trop mignon. On voit les enfants qui reconnaissent le chauffeur. Donc le chauffeur s'appelle Indra. Et on voit les villageois qui le reconnaissent. Et puis je comprends qu'en fait c'était un peu un enfant du village. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas revenu au village. Donc les enfants courent après la Jeep, les gens l'arrêtent, lui serrent la main et tout. Donc ça c'était voilà, je dis, ah, bah, c'est cool tout ça. Le guide me explique, ouais, mais Indra c'est un enfant du village et il connaît la région comme sa poche. Voilà pourquoi tous les villageois sont super contents de le voir. Et là, ça a été du coup quand même un bon point positif pour nous, la chance d'avoir Indra. On s'arrête un petit peu au village pour prendre des snacks, je pense. Et après le village, entre le village et le centre de conservation des tortues, il n'y a vraiment pas beaucoup de kilomètres, mais en Jeep, ça a été 30 minutes ou 45 minutes, tu vois, je sais pas, ça doit être 5 kilomètres, mais là, c'est vraiment un chemin avant d'arriver au centre de conservation des tortues. On arrive, on s'installe, on nous briefe de comment va se passer la soirée, on mange et on part donc dans la nuit assister à la ponte d'une tortue. Super, nickel. Là, génial parce qu'on était donc nous avec Nino, un jeune Français, 2 Taïwanaises qu'on avait croisées aux chutes d'eau à Tumpak Sewu et 2 couples de, je ne sais plus la nationalité. Donc Nino était le seul enfant. Encore une fois, les Indonésiens avec les enfants, mais voilà. Donc alors c'était le roi, ils l'ont laissé déterrer les œufs, enfin voilà, donc c'était génial. Et ben on rentre, on va se coucher, et là dans la nuit, méga orage. Il a plu toute la nuit. Mais moi, ça m'a pas inquiété, si tu veux. Bah, il pleut, c'est un peu la saison des pluies. On avait déjà eu des pluies sur Bali. Bon, bah voilà quoi.
Et vous dormiez dans quel type de logement? Vous étiez dans du dur? Ouais, c'était dans du dur, moi. Assez sommaire, mais nous, on était bien installés, donc on n'a pas eu. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas trop inquiète. Et puis le lendemain, on se lève, il pleuviotait, tu vois, il pleuvait pas beaucoup, il pleuviotait. Et le lendemain, tu prends donc des bébés tortues qui sont dans la nurserie, on te donne un petit seau et tu vas libérer les bébés tortues sur la plage et tu les laisses aller vers la mer. Donc, quoi. Super moment encore, vraiment génial. Voilà. Ben, jusque-là, tu vois, c'était du coup le 4e jour ou le 5e jour, je ne sais plus, jusque-là, super. Et il était prévu qu'après ça, petit-déj, et on reprend la route au sens inverse et on nous ramène à Bali. Donc j'avais une journée de transfert. On était censé arriver à Bali à 15h. Voilà. On prend le petit-déj. Alors oui, pardon, du coup, quand même, tous les jours, j'envoyais des nouvelles à Renaud. Hein. Je disais, ce matin, voilà, on a bien dormi, ce matin, on a fait ci, voilà, on s'envoyait des messages assez régulièrement dans la journée, tu vois, j'étais pas déconnectée de lui quand même. Donc, je lui envoie, je pense, des photos des tortues en petit déjeuner, et là, le guide arrive un peu, le visage un peu dur, il me dit, la rivière a débordé, il faut qu'on quitte le centre de conservation, il faut y aller, il faut partir maintenant. Donc la fameuse rivière qui était limite asséchée la veille, quoi. Voilà, la rivière a séché, a débordé. Ok, mais bon, moi, j'ai toujours pas très inquiète. Je dis bon, ok, on y va, quoi. Il me dit, on sera plus en sécurité au village. Là, je comprends que le centre, il était trop près de la rivière. Il m'a dit, là, faut partir. Ok, bon, on plie, le sac à dos, enfin les quelques affaires que j'avais, parce que j'étais partie avec très peu d'affaires. Je m'étais dit, je prends le minimum pour 4 jours, on prend le minimum, voilà. Je plie les affaires et puis là, je vois que tout le monde plie en fait. Bon, ok, je monte dans la Jeep et à ce moment-là, je dis, attends, j'ai envoyé un message à papa. Je dis à Nino, j'ai envoyé le message à papa pour lui dire qu'on part parce que la rivière a débordé. En fait, le temps d'envoyer le message, la Jeep a démarré et je perds le Wi-Fi du centre de conservation. Bon, je me dis, c'est pas grave, j'enverrai le message au village. Donc, on se tape encore 30 à 45 minutes, on arrive au village et on me dit, non, il n'y a plus d'électricité au village, donc il n'y a plus de Wi-Fi. Et pas de réseau. Enfin, on est vraiment dans la jungle. Pas de réseau, rien. Donc, je ne pouvais pas contacter Renaud, quoi. Et là, le guide me dit, on va juste attendre que l'eau baisse avant de traverser. Et je sais pas, c'était 9h du matin, en fait, je pense à peu près, quoi. Et là, on attend. Bon, j'étais pas inquiète, tu vois, ils étaient cool, ils sont toujours cool, les Indonésiens, ils sont pas stressés, quoi. Bon. On est dans cette petite épicerie, encore une fois, gentillesse des Indonésiens et aussi parce que j'étais avec Nino, on nous sert à manger, on nous offre du café, du thé et des cacahuètes parce que Sukamadé, c'est les villageois cultivent la cacahuète et le village est entouré de champs de cacahuètes. Donc moi j'adore, le service des cacahuètes, ça voilà. Heureusement j'avais téléchargé 2 films sur Netflix avant de partir que Nino a regardé une 3e fois. Moi j'ai vidé toutes mes photos, j'ai trié toutes mes photos de mon iPhone. Enfin au bout je savais plus quoi faire, quoi. Les villageois venaient quand même nous voir. Nino partait, ils amenaient Nino pas très loin pour lui montrer des trucs. Tu vois, c'est très sympa. Le guide lui montrait, donc le guide lançait le drone pour voir l'état de la rivière. Donc il me faisait manipuler Nino. Bon, à la fin il s'occupait. Il a été hyper cool, hyper patient. Mais moi je voyais l'heure passer. Je me disais, il faut que je prévienne mon mari. Comment on peut faire? Enfin, midi, toujours rien. Et eux ils me disaient non mais on attend. Donc toujours pas d'électricité, toujours pas de réseau, toujours pas de wifi, rien. Rien. Ouais. Et le temps défile à une lenteur. La notion du temps là, elle est décuplée, quoi. Et là, en fait, moi, je stressais pas pour moi parce qu'on était hyper bien, tu vois, on était en sécurité. Mais je me disais, mais Renaud, il va se faire un sang d'encre, quoi, de pas avoir de nouvelles. Donc en fait, je stressais parce que je savais que Renaud allait stresser. Donc je commençais un peu à m'inquiéter. Et puis 14h, tu vois, là 14h, je dis bon, c'est mort, on sera pas sur Bali. Et là, je commence un peu à stresser et à dire au guide, mais il faut vraiment qu'on trouve une solution, il faut que j'appelle mon mari, il n'y a pas moyen d'avoir quand même du réseau, de faire, de prévenir quelqu'un, quoi. Et le guide me dit, mais moi aussi, parce que j'ai un groupe d'Australiens qui m'attend à Bali,
pour partir une semaine avec eux. Bah, c'était son gagne-pain, si tu veux. Donc lui, il était hyper embêté aussi. Alors moi, j'ai rassuré, je dis, bah nous, on n'a pas d'avion. Enfin, après, c'est cool, on n'a pas d'échéance, quoi. Mais c'est juste que je veux prévenir mon mari. Et bon, je commence un peu à dire, il faut trouver une solution. Mais là, il me lâche qu'on peut retourner au centre de conservation des tortues, rebrancher le générateur pour retrouver du Wi-Fi. Et donc là, je les ai un peu poussés, je dis, oui, il faut y aller. Et puis Nano me calme un peu, il me dit, mais tu sais, là, tout est inondé, les villageois ont perdu leur champ de cacahuètes est inondé, ils ont perdu toute leur récolte, quoi. Donc, si tu veux, je suis un peu redescendue, j'étais pas énervée contre eux, mais bon, je me suis dit, écoute, ma vieille, c'est bon, la ramène pas trop non plus. Bon, tu vois, j'ai quand même pris l'ampleur du truc. Oui, parce que toi, vous alliez très bien, en fait, mais c'est vraiment juste que Renaud, lui, il était tout seul à Bali et qu'il avait aucune nouvelle de vous. Vous deviez arriver, et en fait, vous n'alliez pas arriver et il n'allait pas savoir pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. C'était ça, en fait, c'était de pas pouvoir le prévenir. Ça, c'était ma préoccupation première. Bon, j'ai un peu poussé. On retourne au centre de conservation des tortues. Là, c'était désert, il y avait plus personne, il y avait même plus les rangers, plus les villageois qui géraient le truc. C'était d'un glauque. Je sais plus, on rebranche le générateur. J'arrive à trouver une barre de Wi-Fi tant bien que mal. Nino tombe, se fait mal. Genre, voilà, c'était la cata, quoi. Je dis, oh punaise. Bref, j'arrive à appeler Renaud vite, je lui explique ce qui se passe et lui dire juste, tu t'inquiètes pas, c'est bon. Et je lui dis, s'il y a quoi que ce soit, appelle l'agence, parce que je lui avais laissé les numéros de l'agence, quoi. J'ai dit, j'imagine que l'agence, voilà, pourra te tenir au courant, voilà, n'hésite pas. Le chauffeur Indra appelle l'agence pour leur expliquer et Nano appelle ses Australiens. Et là, ils me disent, mais maintenant, go, il faut retourner vite au village, on ne peut pas rester plus longtemps. Bon, là, je comprends que vraiment le centre de conservation n'est pas très bien placé, donc on repart au village. Ils avaient peur de quoi pour le centre de conservation? Qu'il soit inondé aussi? Je pense qu'il était près de la rivière et je pense qu'ils avaient peur que ce soit ça inondé et qu'au village, par contre, c'était plus sécure pour nous, quoi. On était moins à risque d'être touchés. Et je pense en fait, c'était le chemin entre le village et le centre de conservation des tortues qui risquait d'être inondé. Et là, si on pouvait plus passer, c'était vraiment compliqué. Donc, en fait, le village était isolé, entourés par les eaux, d'un côté la rivière et de l'autre côté l'océan, quoi, si tu veux. Donc ils étaient complètement coupés du monde. Enfin, on était coupés du monde. Et là, on rentre, le soleil se couche à 17h, je pense, à peu près, 17-18h en Indonésie. Et là, je dis, mais maintenant, on fait quoi? Parce que je sais qu'on va pas passer, arrêtez de me dire qu'on va attendre, on passera pas. Oui, et puis de toute façon, ils auraient pas pris la route la nuit, j'imagine. Bah oui, voilà. Et là, le guide me dit, de toute façon, en plus, maintenant, le problème, c'est la boue, les coulées de boue et la Jeep pourra pas passer, elle a trop de risques de s'enliser, donc c'est mort. Mais j'ai dit, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je dors dans la Jeep, je dors dans l'épicerie, on dort dehors, enfin. Et eux, toujours cool, hein. Là, c'était un peu plus moi, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Et il me dit, mais t'inquiète pas, on trouvera une solution. Donc, on continue d'attendre. Et puis, vers 17h, ils me disent, on t'a trouvé un hébergement, tu vas dormir. Voilà. Et on nous amène chez une petite dame indonésienne, trop mignonne, qui parlait pas anglais. Et on dit, tu vas dormir là avec Nino. Pour la nuit, vous allez être accueillis là. On arrive, elle nous avait déjà préparé à manger. Donc hyper bien accueillie, voilà, donc on mange et je comprends qu'elle nous laisse sa chambre. Mais je disais non, tant pis, on dort là dans le salon, enfin c'est bon. Alors il y avait pas moyen, quoi. Elle nous a laissé sa chambre, je sais même pas où elle est allée dormir, bref. On se repose un peu quand même, toujours pas de réseau, rien. J'essaye d'avoir des infos, mais je voyais que ils avaient pas plus d'infos à me donner, quoi, le guide et Indra. Et puis ils étaient tranquilles, ils discutaient dans la rue avec les autres villageois. Et là, en fait, moi, je commençais à me dire, Renaud est ok, mais en fait, c'est quoi l'idée? On reste c'est combien de temps, en fait? Et c'était de pas savoir. Est-ce que c'est une nuit, 2 nuits, une semaine, un mois, s'il faut, je vais rester là. Et c'était ça après, de pas savoir. Parce que si on m'avait dit, demain on repart, tu vois, c'était pas, ok, c'était pas un sujet, on dort là, et puis demain on s'en va, et basta. Mais c'était de pas savoir, en fait. C'était se dire, s'il faut, je vais rester coincé une semaine, il va continuer de pleuvoir. Parce qu'entre-temps, il pleuvait. La pluie continuait à tomber, ça s'arrêtait. Il repleuvait, ça s'arrêtait. Donc, je savais pas vraiment si il arrêté de pleuvoir et si la rivière allait baisser de niveau, en fait. Donc, c'était de pas savoir ça. C'était ça qui était inquiétant. Parce qu'après coup, tu te dis, tu restes une nuit et puis voilà. Mais de pas savoir si j'allais rester peut-être une semaine
avec mes sous-vêtements de 4 jours, je répète. Bon, tu les aurais lavés dans la Ouais, je les rivière, aurais justement. lavés Tu dans la manquais pas d'eau. rivière, ouais. Mais bon, ne pas savoir ça, c'était un peu, voilà, c'était ça qui était déstabilisant. Et mon Et Nino, fils, lui, qu'est-ce qu'il en pensait là? lui, franchement, hyper cool, mais trop cool, quoi. Hyper patient. Bon, il suivait, quoi. Il voyait, il suivait, il continuait. Je lui disais, mais t'inquiète pas. Il voyait qu'il y avait toujours le guide et le chauffeur, qu'il y avait à manger, hein, ça c'était l'essentiel pour lui. Et voilà, il était cool, il s'inquiétait pas trop. Bon, j'ai dit, bon, bah ça va. Là, c'était 19h, je pense, et heureusement, l'électricité et le Wi-Fi reviennent. Et ça m'a vraiment libérée aussi d'un poids. J'ai pu reprendre contact avec Renaud, lui expliquer qu'on était en sécurité, que tout allait bien et qu'on allait dormir là. Et Oui, c'était 19h le premier jour, ouais, quoi, le c'est même ça. jour. Donc, ça veut Ouais, dire ok. que depuis le matin, en gros, à 7h du matin, parce qu'on a dû faire le lâcher de tortue vers 6h30, 7h du mat, jusqu'à 19h. Enfin, si entre-temps, j'avais réussi à lui dire, t'inquiète pas, c'est bon, on est en vie, mais Ouais. on revoit ce soir. Il n'avait pas eu de nouvelles, quoi. Donc, mais là, j'ai pu le joindre, donc on a échangé des messages et ça a pu nous soulager. Nino a pu parler à son père, donc voilà, là, c'était cool. Et du coup, Indra et le chauffeur et le guide ont pu contacter l'agence pour expliquer, parce que moi, j'avais quelqu'un quand même qui m'attendait, un chauffeur qui m'attendait au ferry pour me ramener à Lovina, quoi. Enfin, tout était hyper bien organisé, donc bon, que tout le monde se prévienne. Et là, Nano, donc Nano, c'est le guide. Mon fils s'appelle Nino et le guide s'appelle Nano. Vient me voir et me dit bon, écoute, moi, je peux pas, il faut que je parte, il faut que j'aille récupérer mes Australiens. Enfin, en gros, c'était une semaine de boulot en moins pour lui. C'était Ouais, c'est compliqué. énorme. J'ai appelé un pote à moi. Il vient en jeep, il me récupère de l'autre côté de la rivière. Il va me lancer une corde pour que je puisse traverser la rivière. Si tu veux, tu viens. Et là, je te dis. J'ai eu un moment, là ça paraît fou, mais j'ai eu un moment où je me dis, ouais, allez, pourquoi pas, quoi, parce que, moi j'avais envie de rentrer, si tu veux, j'étais fatiguée, ça faisait quand même une semaine qu'on se levait tôt, qu'on faisait de la route, il y a eu cette histoire. Ouais. Allez, ouais. Et là, il me dit, tu sais, les 2 Taïwanaises qui étaient avec nous, en fait, en début d'après-midi, elles ont fait ça. Il y a une Jeep qui est venue chercher de l'autre côté, qui leur a lancé une corde. Ils ont attaché la corde de l'autre côté de la rivière et elles sont passées, elles ont traversé la rivière et tout. Donc, si tu veux, tu es avec moi. Bon, sauf que là, il faisait nuit. Et quand même, à un moment, je me suis dit, allez, ouais, je prends mon sac à dos, mon fils de 40 kilos sous le bras, mais ouais, peut-être ça va se faire, mais je sais pas, j'ai dit, je vais demander à Nino ce qu'il en pense. Et là, mon fils, qui est quand même toujours partant pour tout, me dit, ouais, je sais pas, maman, quand même, je suis un peu fatiguée, il fait nuit, je sais pas, bon, comme tu veux, tu vois, il était cool, lui. Il est mignon, il me dit, ouais, comme tu veux. Bon, je sais pas, j'hésite. Puis je dis à Nano, attends, je vais quand même appeler mon mari pour le prévenir. Donc là, j'appelle Renaud, je lui explique, gros blanc. Il a dû se dire, mais il me dit, mais t'es taré ou quoi? Il me dit, mais ça va pas bien. Il me dit, mais tu vas pas traverser une rivière en crue, pleine de boue, avec ton fils sous le bras, mais non, quoi, ça va pas bien. Mais alors, c'est rigolo, c'était ce gros blanc, tu vois. Je sentais qu'il se disait, mais elle me fait une blague ou elle est sérieuse en train de me dire qu'elle va traverser la rivière avec une corde. Bon, il m'a calmé en 2 minutes, hein. Mais la rivière, c'était vraiment un gros flux d'eau, quoi. Ouais. C'était un flux et il y a eu des glissements. Après, j'ai vu le lendemain, il y a eu des glissements de terrain et le gros souci, c'était la boue. Ouais. Non, ça débitait quand même. Et puis, c'était nuit noire, hein, pour le coup. Donc, je dis au guide, désolé, je vais pas venir. Il me dit, moi, j'y vais, je m'en vais. Et je dis, mais attends, tu t'en vas, mais moi, qu'est-ce que je fais et tout ça? Il me dit, mais t'es avec Indra, le chauffeur, t'inquiète pas, c'est Indra qui te prend en charge. Il s'en va. L'agence, donc le mec de l'agence me rappelle, me dit non mais et je lui dis je sais pas, Nano me propose ça, il me dit non mais ça va pas bien, tu vois l'Indonésien qui commence un peu à s'énerver, tu te dis non mais ça va pas bien, non tu vas pas partir,
t'as un enfant, c'est hyper, c'est dangereux, c'est pareil. Il me dit: «Et puis tu sous ma responsabilité». Et là, il m'explique, il me dit: «Tu es chez ma tante, en fait». Il me dit: «Moi, je suis un enfant du village et Indra, c'est mon meilleur ami, c'est un ami d'enfance». Il me dit: «Tu peux pas être mieux accueilli que ça, donc relax, OK. tu dors là, mais Nano, il fait ce qu'il veut». En fait, c'était un guide, il avait fait appel à lui, si tu veux. Mais il me dit: «Nano, il fait ce qu'il veut, mais là, tu es chez ma tante, tu es dans ma famille, tu es accueilli. Indra, c'est lui maintenant qui s'occupe de vous. Tu es sous ma responsabilité. Je veux pas que tu partes traverser la rivière en crue avec une corde et ton fils». Moi, je dis: «Bon, ben, d'accord». Oui, alors venant d'un Indonésien qui est sans doute probablement toujours C'est assez ça. zen et qui voit toujours des solutions partout, bon là, en effet, c'est probablement un conseil à suivre. C'est ça. Donc du coup, il me dit: «Bah, maintenant tu vas te coucher. Indra demain viendra à la première heure», il me dit vers 6h30, 7h, «Indra viendra, et il te tiendra au courant de ce qu'il est possible de faire. Mais maintenant, voilà, vous allez vous coucher, vous êtes accueillis, vous avez une chambre, un toit, voilà quoi. Et ne t'inquiète pas, moi ici, je connais tout le monde, c'est mon village et Indra, c'est pareil». Et Indra, je comprends que c'est un peu le boss, tu vois, du village. Après, il est jeune, hein, je pense qu'il avait 35, enfin, je saurais pas lui donner d'âge, mais voilà, il avait moins de 40 ans, quoi, tu vois. Et donc je dis à Indra: «C'est OK». Il me dit: «Oui, oui, OK, t'inquiète pas, je vais te coucher». Mais c'était toujours ce truc de pas savoir si j'allais juste dormir là une nuit ou une semaine, en fait. C'était vraiment ça le truc. Je vais me coucher. Bon, ben, j'ai pas dormi de la nuit, hein, c'était sûr. Nino s'endort et puis là, pareil, il pleuvait, ça tonnait, l'eau ça s'arrêtait, il repleuvait, ça s'arrêtait. Bon, j'ai pas dormi. 4h du mat, l'appel à la prière. Bon, bah, voilà. Donc j'ai pas fermé l'œil de la nuit. 5h du matin, j'entends que ça bouge dans la maison, donc je me lève, je vois la petite dame, je lui dis bonjour. Elle parlait pas du tout anglais, j'essaye un peu avec Google Translate et tout. Elle nous avait préparé un petit déj de roi, des nouilles, du riz, des œufs, tu vois. Le truc. Moi, j'avais pas faim, alors je me force à manger. Mon fils trop content, il mange et tout, voilà, lui ça allait. Je regarde dans la rue, je vois les écoliers qui commencent à partir, les petites dames qui balayent devant leur porte, enfin la vie du village qui s'active, quoi. Et bah, toujours pas de nouvelles. J'attends, bon, bah, personne en fait, tu vois. C'était 6h du mat, j'ai envoyé un message à Renaud, qui envoie un message à l'agence, j'envoie un message à l'agence, qui me répond pas. Bon, et en fait là, ça commençait, je pense, la fatigue et tout. Je commençais un peu à m'inquiéter. Ouais. Et là, Nino, d'un coup, alors que jusqu'à présent ça allait super, il me dit: «Bah, on fait quoi maintenant, maman?» Je dis: «Bah, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, on attend». Et là, il se met à pleurer. Et il me dit: «Mais s'il faut, je reverrai plus jamais mon papa», et il se met à pleurer. Alors que jusqu'à présent, il était hyper cool. Bon, moi, j'ai un peu les larmes qui montent aux yeux, je le rassure. Mais la petite dame, voyant mon fils pleurer, était dans tous ses états. Alors elle lui disait: «Non, non, 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 non». Elle faisait: «Non, c'est genre ne pleure pas, ne pleure pas». Alors elle lui prenait la main, lui caressait la tête. Et hop, elle partait en cuisine et elle lui faisait à manger. Et plus Nino pleurait, plus elle lui faisait à manger. Donc on est revenu, on avait des bananes frites, enfin on avait voilà. Et elle était affolée, si tu veux, elle savait pas. Les voisines qui arrivent, pareil, qui parlaient entre elles, qui caressaient la main de Nino. Enfin, tout le village était là parce qu'il fallait, voilà, que Nino pleurait, et du coup, ça les a complètement affolés. Et là, vous aviez vu Indra, là, le matin? Non, il était toujours pas là, et Non, non. c'était ça en fait. Donc j'essaye de lui faire Ouais. comprendre que bah voilà, je disais Indra, Indra, bon, et puis Nino pleurait. Et là, la petite dame, elle a pris son téléphone, je sais pas qui elle a appelé, puis je voyais qu'elle s'énervait de ça un peu au téléphone. Et enfin, je pense pour elle, c'était insupportable de voir un enfant pleurer, quoi. C'est encore le bien-être des enfants en premier. Voilà. Donc là, c'était juste un petit craquage, si tu veux, parce que il y avait un peu Eh de tout, oui. quoi, la fatigue, pas savoir. Bon. Et là, alors je pense qu'elle a appelé quelqu'un de sa famille. Il y a une jeune femme qui arrive avec un bébé qui parlait très bien l'anglais. C'était 6h30 du matin, là, tu vois, 6h30, 7h. Et elle me dit: «Mais ne t'inquiète pas». Et en fait, là, elle m'explique. Indra, depuis 4h du matin, il est à la rivière en train de sonder où il peut passer avec les villageois. Et avec le tracteur des villageois, ils sont en train de voir s'ils peuvent tracter la Jeep et passer avec le tracteur. Comme ils cultivent la cacahuète, ils sont équipés de gros tracteurs. S'ils peuvent, là où ils ont sondé, à pied, enfin, tu vois, ils sont remontés les pantalons, ils ont traversé la rivière à pied pour voir là où ils pouvaient passer. Et s'il n'y avait pas assez de boue, enfin, s'il y avait, voilà, si on pouvait passer avec la boue et le tracteur en tractant la Jeep. Et en fait, je comprends que moi, je m'inquiétais en me disant: «Mais on m'a abandonnée, je suis toute seule, tout le monde s'en fout». Et en fait, non, depuis 4h du matin, ils étaient tous en train d'essayer de chercher une solution pour nous ramener à Bali, quoi. Alors que nous, on était dans une espèce de bulle d'angoisse, et bon, qui avait pas Ouais. lieu d'être, mais c'était de pas savoir, en fait.
Et donc elle me dit: «Mais rassure-toi, tout va bien. Mange». Donc là et de nouveau, on me sert à manger, tu vois? Et c'était rigolo parce que je fais une petite parenthèse, j'ai un peu culture méditerranéenne, tu vois? Dans ma famille, et je retrouvais ça en fait. C'est quand ça va pas, Ouais. on te fait à manger, on te cuisine des trucs. Donc bon, alors j'avais plein de trucs à manger. Je rassure Nino, je dis: «T'inquiète pas, tout va bien». Entre-temps, j'ai des messages de l'agence qui me disent: «Indra va arriver, t'inquiète pas, t'inquiète pas». Indra arrive, je pense qu'il s'est fait un peu houspiller par la dame de la de la maison, lui disant: «Oui, tu aurais pu donner des nouvelles et tout». Et Indra, pareil, qui était le mec hyper relax, il me regarde, il me dit: «Tu tes affaires sont prêtes?» Je dis: «Bah oui», enfin, j'avais pas déplié mes affaires, quoi. On était dans les vêtements depuis 2 jours, et là, il me dit: «Beh, on y va». Il me regarde dans les yeux, il me dit: «Relax». Je dis: «OK». J'ai pas moufté, je suis montée dans la voiture. La petite dame qui m'a couru après avec du café, des bananes frites, des nouilles, enfin, je suis partie avec ma petite poche en plastique pleine de nourriture. On monte dans la Jeep et là, on fait 2 rues du village et en effet, il y avait, je sais pas, une vingtaine de villageois qui nous attendaient avec le tracteur pour nous aider à traverser la rivière. Voilà. On a traversé la rivière avec leur aide. Ça a été long, hein, évidemment. Voilà, j'ai juste eu le temps de dire à Renaud, ben, on y va, on décolle, ben, parce qu'après, je savais qu'on perdait le réseau aussi. Bon, là, il y a de temps en temps, j'ai fermé les yeux parce que je savais pas si on allait passer ou pas. Et on est passé et c'était assez émouvant, quoi, parce qu'ils étaient tous là. Enfin, ça a duré, voilà. On est passé. Après, on leur a dit au revoir, merci. Voilà, et après, on a traversé la jungle heureux pendant 2 heures et après, on est rentré à Bali et à Lovina. Ouais, on a fait notre trip. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Il fallait bien tout ça de route derrière pour se remettre un peu de ses émotions et respirer, Ouais, quoi. c'est ça. Alors Nino s'est effondré même de sommeil, même dans la Jeep, alors que ça secoue. Et moi, je t'avoue que même jusqu'à Lovina, après, j'ai pas dormi. J'étais quand même un peu sous le coup de l'émotion, alors que moi, j'aurais pu tout relâcher. Mais tant que j'étais pas rentrée, que j'avais pas retrouvé Renaud, j'étais encore un peu sous l'adrénaline, en fait. Et voilà. Mais du coup, vous étiez les 2 seuls touristes? Les autres, ils ont fait quoi? Mais bonne question, parce que le Français un jeune Français avec qui on discutait, qui nous avait dit que lui traversait l'Indonésie en scout. Et il m'avait dit au petit-déj: «Mais moi, je reste là parce qu'après, je continue à pied avec un guide dans la jungle et je m'enfonce». OK. Ben, je sais pas ce qu'il est devenu, en fait. Parce que quand on est retourné pour chercher le Wi-Fi, il était plus là. Je sais pas où il était, personne ne savait. Les 2 Taïwanaises, je sais qu'elles ont traversé à la corde dans l'après-midi. Et après, effectivement, il y avait ces 2 couples je pense qu'ils étaient hollandais. Enfin, je savais plus trop, que je savais pas où ils étaient. Et en fait, une fois qu'on a traversé la rivière et tout, et qu'on était de l'autre côté, et qu'on allait redémarrer, on a un petit peu attendu et on a vu une autre Jeep qui nous suivait derrière. Et c'était la Jeep le conducteur, le chauffeur avec les 2 couples. Et en fait, j'ai su après, parce que le guide m'a quand même envoyé des messages, Nano qui a traversé à la corde. Ah oui, ça, j'ai Mmh. oublié. Parce que dans la nuit, il m'envoie un message pour me dire: «C'est bon, on a traversé», et il me montre ses pieds. Entre ses pieds, il y avait un serpent mort, et là, il me dit: «Bon, t'as quand même bien fait de pas venir». Tu vois, c'est bon. Et donc c'est après, bon, parce qu'après, évidemment, il m'a demandé des nouvelles quand même, tu vois? Mais même là, il m'avait envoyé un message pour me souhaiter la bonne année, et cetera. Et c'est le guide qui m'a dit: «Mais tu sais, en fait, le chauffeur des autres groupes attendait sur Indra». Parce qu'il me dit: «Indra, c'est le boss, en fait». Et il s'est dit: «Si Indra traverse pas, je traverse pas, je tente même pas. Par contre, si Indra traverse, je sais qu'on peut traverser». Et il a attendu, il a traversé après, voilà. Mais ils avaient l'air relax, ils avaient pas l'air, plus inquiets que ça, voilà. Et donc c'était l'aventure du voyage, et voilà pourquoi après on n'est pas repartis, plusieurs nuits, en tout cas, avec avec Nino. Et quand on partait, c'était juste sur la journée. Et Renaud, comment il a vécu, lui, ça? Ouais, hyper stressé, hyper angoissé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, Ouais. après, déjà, je pense que, ouais, de savoir qu'on était loin, bon, après, on me donnait des nouvelles souvent. Je pense que je lui ai un peu transmis l'angoisse à certains moments, en lui disant: «Mais je sais pas si on Ouais, part», forcément. enfin, surtout le matin, «Mais personne me donne de nouvelles, Indra est pas là». Enfin, là, elle a été angoissée. Puis après, il y a eu quand même 2-3 heures, enfin, ouais, mais je pense 3 heures, le temps qu'on traverse la rivière et qu'on s'enfonce dans la jungle, où il n'y avait pas de réseau, je ne pouvais pas le prévenir. Donc il y a eu cette phase-là. Voilà. Moi, après, une fois qu'on était en voiture et tout, ça allait, quoi. Mais voilà. Quelle aventure, quelle aventure. Et ce n'était que le début. Et ce n'était que le début du voyage, et voilà pourquoi on l'a pas refait, si tu veux, après. Bon, quand même, la suite du voyage s'est globalement bien Ouais, passée. ouais, ouais. Vous êtes rentré en France, vous avez repris une vie sédentaire un petit peu plus classique, on va dire.
Qu'est-ce que vous gardez de cette grande aventure autour du monde dans votre vie de tous les jours? Moi, je dirais que c'est ce que je t'avais dit un peu sur message, ça faisait peut-être un peu cliché, mais en fait, c'était vraiment le lâcher prise qu'ils ont eux et qui te demandent d'avoir aussi. T'es un peu forcé, un peu forcé d'avoir ça. Et puis c'est la bienveillance envers les gens, quoi, envers l'autre, tout simplement. Bah, t'es coincé, je t'accueille chez moi, il y a pas de problème, quoi. Tu vois, je vois pas où est le problème. Et le bien-être des enfants, franchement, là, c'est l'enfant en premier. Et voilà, c'est vraiment, si l'enfant va bien, le reste, ça va. Ouais, c'est vraiment essayer au max de se dire, ok, on lâche prise, c'est pas très grave, on relativise tout ce qui se passe. C'est essayer de garder ça, c'est pas facile quand on rentre et qu'on reprend son rythme, boulot, etc. Mais c'est un peu ça, et puis c'est le rapport à l'autre, quoi, qu'on essaye quand même de garder, qui est différent, même si c'est quand même pas facile quand tu te reprends le tourbillon du quotidien. Ouais. Et j'écoutais le podcast que tu as fait hier sur le Taj Mahal, où à la fin, on disait, vous êtes parti plus longtemps, mais en fait, rien n'a changé, mais en fait, tout a changé. Donc, c'est assez subtil. On ne sait pas vraiment... moi, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé, mais même si dans ma vie de tous les jours, non, si tu veux. Mais voilà, c'est un peu ça. Ouais. Un grand merci. Et puis, écoute, à bientôt. On reste en contact. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé. Tout est bien qui finit bien. En Indonésie, comme souvent, il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Et l'histoire de Nadia nous montre bien encore une fois à quel point les Indonésiens sont gentils, accueillants, serviables. C'est vraiment ce qu'on avait retenu nous aussi de notre séjour là-bas. Et l'histoire de Nadia nous permet de le vérifier encore une fois si on en avait besoin. Avant de vous quitter, je vous invite très chaleureusement à aller cliquer sur le lien que vous trouverez dans les notes de l'épisode pour retrouver l'article qui est sur le blog et qui retranscrit un petit peu toute l'aventure de Nadia pour 2 raisons. La première, parce que déjà Nadia m'a envoyé des photos à vous partager. Donc, dans l'agitation, honnêtement, elle n'a pas pris 1 million de photos, mais on voit quand même la montée de la rivière, on voit un glissement de terrain, on voit aussi toutes les belles aventures qui sont vécues à Java, le Bromo, la ponte de la tortue sur la plage au centre de conservation des tortues, Nino qui ramasse les œufs, etc. Enfin bref, donc allez jeter un œil à l'article, voir les photos, et puis vous y trouverez aussi les coordonnées de l'agence avec qui Nadia a organisé cette escapade mère-fils sur Java, parce qu'en fait, elle est en commande à 1000%. Ils ont vraiment été très très bien pris en charge du début à la fin, mes aventures d'inondation ou pas. Donc elle recommande très fortement les services de cette agence qu'elle avait contacté via un compte Instagram. Donc voilà, je vous mets les coordonnées dans l'article sur le blog. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux ou dans votre cercle privé. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Un immense merci à vous pour votre écoute et pour tous ces petits coups de pouce. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À bientôt, ciao!